Ma maison a été détruite par une tempête. Je suis donc allée chez mon fils. Il m'a dit: Nous voulons notre intimité. Ma petite amie ne veut pas de toi ici. J'ai alors appelé mon ancien petit ami du lycée, un millionnaire autodidacte. Personne ne savait que j'avais encore son numéro. Quand il est arrivé, il m'a dit 3 mots. Je suis content que tu sois là. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et indiquez la ville depuis laquelle vous la regardez afin que je puisse voir jusqu'où elle s'est propagée. Je m'appelle Vanda et à 67 ans, je pensais avoir connu toutes les épreuves que la vie pouvait me réserver. Je me trompais. L'alerte à la tempête a été lancée à 15h15 un mardi après-midi qui avait commencé comme tous les autres. J'étais dans ma cuisine, la même cuisine où j'avais élevé mon fils Marcus, en train de préparer mon thé habituel de l'après-midi. Les prévisions météorologiques avaient mentionné la possibilité de violentes tempêtes, mais aux Pays-Bas, ce n'était pas une nouveauté. Nous en avions essuyé des dizaines au fil des ans. J'aurais dû prêter davantage attention aux avertissements. Le vent s'est levé plus vite que je ne l'avais jamais vu auparavant. En quelques minutes, le ciel a pris une couleur vert-noir inquiétante qui m'a donné des nausées. J'ai attrapé ma radio d'urgence et j'ai entendu les mots qui allaient tout changer. Une violente tempête avec des vents de la force d'un ouragan se dirigeait vers le nord-est, en direction de la région de Mebrook. C'était mon quartier. J'avais peut-être 10 minutes pour rassembler ce que je pouvais. Mes mains tremblaient tandis que je jetais des albums photos, des documents importants et quelques bijoux dans une valise. 43 ans de souvenirs, et je ne pouvais sauver que ce qui tenait dans un sac. La photo de mariage d'Harold et moi, les photos de Marcus bébé, le collier de perles de ma mère. Tout le reste devait rester. La cave semblait différente ce jour-là, plus froide, plus définitive. Je me suis blottie dans un coin, serrant contre moi le vieux pull d'Harold, écoutant ce qui ressemblait au bruit d'un train de marchandises déchirant mon monde au-dessus de moi. La maison gémissait et craquait, luttant contre des forces bien plus puissantes que la charpente solide dont Harold était si fier lorsque nous l'avions achetée en 1980. Puis vint le silence. Ce silence creux et effrayant qui signifie que tout ce que vous connaissiez a disparu. Lorsque j'ai finalement gravi les marches de la cave, mes jambes pouvaient à peine me soutenir. À la place de mon salon, il n'y avait plus que le ciel, juste le ciel ouvert et des débris éparpillés, comme des confettis, après une fête cruelle. La table de cuisine où Marcus faisait ses devoirs était encastrée dans ce qui restait du mur du garage. Ma roseraie, celle que j'avais entretenue pendant 20 ans, semblait avoir été passée au mixeur. Je me tenais là, dans les ruines de ma vie, toujours vêtue du pull d'Harold, et j'ai pleuré pour la première fois depuis ses funérailles, 8 ans auparavant. Les voisins qui avaient eu la chance de conserver leur maison m'ont accueilli cette première nuit. La gentille madame Patterson, ma voisine, a insisté pour que je reste chez elle. Mais sa maison était également endommagée et elle avait sa propre famille à s'occuper. La Croix-Rouge a mis en place des abris, mais l'idée de dormir dans une salle de sport remplie d'inconnus me rendait encore plus perdue que je ne l'étais déjà. C'est alors que j'ai su que je devais appeler Marcus. Mon fils vit à environ 1 heure de route, à Amsterdam, dans un quartier agréable, avec des rues bordées d'arbres et des maisons qui semblent tout droit sorties d'un magazine. Il a déménagé là-bas, il y a 5 ans, lorsqu'il a été promu directeur régional dans une compagnie d'assurance. Nous n'étions pas proches, pas comme le sont généralement les mères et leurs fils, mais il était toute la famille qui me restait. J'ai utilisé le téléphone de Madame Patterson, car le mien se trouvait quelque part sous ce qui était autrefois ma chambre. Mes mains tremblaient tandis que je composais son numéro, un numéro que j'avais mémorisé, mais que j'utilisais rarement, sauf pour son anniversaire ou à Noël. Marcus, mon chéri, c'est maman. Ma voix semblait plus faible que je ne le souhaitais. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversée. La tempête a frappé la maison, mon chéri. Elle n'existe plus. Tout a disparu. Il y eut un silence qui me parut interminable. Tu es blessé? Non, je vais bien, mais j'ai besoin d'un endroit où rester pendant que je réfléchis à la suite, juste temporairement. Une autre pause. Bien sûr, maman. Bien sûr. Viens, on va trouver une solution. Le soulagement qui m'envahit fut si fort que je faillis m'évanouir. Mon fils allait prendre soin de moi. Malgré la distance qui nous séparait, tous les appels manqués et les dîners de fête embarrassants, il était toujours mon fils. Le lendemain matin, j'ai passé la matinée à trier ce qui pouvait être récupéré parmi les débris.
L'expert en assurance, un jeune homme qui semblait préférer être ailleurs, a inspecté ce qui restait de ma maison avec un bloc-notes et un appareil photo. Perte totale, a-t-il déclaré d'un ton neutre, comme si ces deux mots ne représentaient pas toute ma vie. Combien ai-je demandé, même si j'avais peur d'entendre la réponse. Eh bien, vous aviez une police d'assurance de 120 000 € pour la structure, mais avec votre franchise et la dépréciation, vous pouvez espérer obtenir environ 90 000 €, peut-être moins. 90 000 € pour reconstruire 43 ans de vie. Cela semblait impossible. Madame Patterson m'a aidé à charger dans sa voiture le peu que j'avais réussi à sauver. 3 sacs poubelles remplis de vêtements qui sentaient que la boue et le désastre. Une valise contenant des photos et des documents, et la boîte à outils d'Harold qui avait miraculeusement survécu dans le garage. C'était tout. C'était tout ce qui me restait de la vie que j'avais construite. Le trajet jusqu'à la maison de Marcus m'a donné l'impression de voyager dans un pays étranger. Tout semblait différent quand on n'avait plus d'endroit où retourner. Les repères familiers, la station-service où j'achetais toujours mes billets de loterie, le café où Harold et moi avions l'habitude de prendre notre petit déjeuner le dimanche, tout cela semblait désormais appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Le quartier de Marcus n'avait pas été touché par la tempête. Des pelouses parfaites, des allées parfaites, des vies parfaites qui continuaient exactement comme la veille. Je me sentais comme un intrus, apportant mon désastre dans leur monde immaculé. Sa maison était une maison de ville moderne de 3 étages, avec des volets blancs et une porte rouge que Sophia, sa petite amie, avait choisie. Je l'avais rencontrée exactement 3 fois au cours des 2 années où ils avaient été ensemble. Elle avait 32 ans, lui 41. Elle travaillait dans une agence de marketing du centre-ville et avait des opinions sur tout, de la couleur des murs au choix du vin à servir au dîner. Je garai la voiture de Madame Patterson dans la rue et restai assise un moment, rassemblant mon courage. Ce n'est que temporaire, me dis-je. Juste le temps de trouver une solution. Juste le temps que l'assurance me verse l'argent et que je trouve un petit appartement quelque part. Je n'aurais jamais imaginé que me présenter à la porte d'entrée de mon fils, avec mes 3 sacs contenant toutes mes possessions, serait l'une des choses les plus difficiles que j'aurais jamais faites. Mais alors que je levai la main pour sonner, j'ai ressenti une sensation familière. Le même sentiment de vide que j'avais éprouvé à la mort d'Harold, comme si le sol disparaissait sous mes pieds. Je ne savais tout simplement pas encore à quel point j'allais tomber. Marcus a ouvert la porte avant que je puisse sonner, comme s'il m'avait observé depuis la fenêtre. Pendant un instant, en voyant son visage familier, les yeux d'Harold, mon menton obstiné, j'ai eu l'impression que tout allait s'arranger. C'était mon fils, mon unique enfant. Les liens du sang avaient sûrement une importance. Maman. Il s'est écarté pour me laisser entrer, mais sa voix trahissait quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. De la distance, peut-être, ou de la gêne. Sophia est apparue derrière lui presque immédiatement, comme si elle attendait dans les coulisses. Elle portait un jean blanc et un chemisier en soie qui coûtait probablement plus cher que ce que je dépensais en courses en un mois. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière, en un de ces chignons désordonnés qui semblaient pourtant parfaitement arrangés, et son sourire était de ceux qui n'atteignent jamais les yeux. « Wanda, quelle horreur pour ta maison, dit-elle. Mais elle regardait mes sacs poubelles, pas moi. Marcus m'a raconté ce qui s'était passé. Je posai mes sacs dans leur entrée immaculée, soudain consciente de l'impression que je devais donner. Mes vêtements portaient encore l'odeur du désastre, du bois humide, de la boue et quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer. La destruction, peut-être. La perte. Ce n'est que temporaire, dis-je rapidement. Juste le temps de me remettre sur pied. Marcus et Sophia échangèrent un regard. Une de ces conversations muettes que les couples ont, celle qui exclut toutes les autres personnes présentes dans la pièce. J'avais vu Harold et moi faire la même chose d'innombrables fois, mais de l'autre côté, j'avais l'impression d'être exclue d'un club dont j'ignorais l'existence. « Asseyons-nous et discutons, a dit Marcus en me conduisant dans leur salon. Leur maison était magnifique, comme le sont les maisons dans les magazines. Tout était assorti. Rien n'était déplacé. Des meubles blancs qui semblaient n'avoir jamais été utilisés. Des tables basses, en verre qui reflétaient la lumière des fenêtres, si propres qu'elles semblaient invisibles. C'était le genre de maison où l'on avait peur de toucher quoi que ce soit. Je me suis perchée sur le bord de leur canapé, immaculé, mes chaussures boueuses fermement plantées sur leur parquet impeccable. Sophia l'a remarqué et a légèrement grimacé. « Alors, quel est le plan »
a demandé Marcus en s'installant dans le fauteuil en face de moi. Pas à côté de moi sur le canapé où il aurait pu passer son bras autour de sa mère, en deuil, mais en face de moi, comme si nous étions en réunion. Eh bien, l'expert en assurance a dit qu'il faudrait quelques semaines pour tout traiter, peut-être un mois. J'espérais pouvoir rester ici jusqu'à ce moment-là, le temps de trouver un petit appartement ou quelque chose comme ça. Le silence qui suivit dura environ 10 secondes de trop. Je vis le visage de Sophia changer, son menton se crisper de manière presque imperceptible. Elle tendit la main et la posa sur le bras de Marcus, un geste qui semblait encourageant, mais qui semblait possessif. Maman, commença Marcus, et je sus à son ton que ce qui allait suivre allait me briser le cœur. Le fait est que Sophia et moi avons discuté et nous tenons vraiment à notre intimité ici. Nous travaillons de longues heures et c'est notre sanctuaire, tu sais. J'ai cligné des yeux, ne comprenant pas. Je ne vous dérangerai pas. Je resterai à l'écart, j'aiderai à cuisiner, à nettoyer. Je ne vous causerai aucun problème. Sophia s'est penchée en avant, la voix douce mais ferme. Ce n'est pas une question de problème, Vanda. C'est une question d'espace. Cette maison, c'est notre première maison ensemble, et nous sommes encore en train de trouver notre rythme en tant que couple. Je suis sa mère, dis-je, les mots sortant plus brusquement que je ne le voulais. Bien sûr que vous l'êtes, répondit Sophia avec douceur. Et c'est exactement pour cela que nous pensons que vous seriez plus à l'aise, ailleurs. Quelque part où vous pouvez avoir votre indépendance pendant que vous vous reconstruisez. Je regardais Marcus, attendant qu'il la contredise, qu'il se souvienne que j'étais la femme qui était restée à ses côtés pendant toutes ses fièvres, qui avait fait des doubles gardes pour payer ses manuels universitaires, qui lui avait tenu la main pendant son divorce, il y a 3 ans, lorsque son ex-femme l'avait quitté pour son professeur de yoga. Au lieu de cela, il acquiesça. Sophia a raison, maman. Nous pensons que tu serais plus heureuse dans ton propre espace. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai réellement senti ma poitrine se serrer comme si quelqu'un me comprimait les poumons. Plus heureuse? Marcus, j'ai tout perdu hier, tout. Et tu penses que je serai plus heureuse seule dans une chambre d'hôtel qu'ici avec ma famille? Ça ne doit pas forcément être un hôtel, a rapidement répondu Sophia. Il y a de charmants appartements avec services hôteliers près du centre commercial. Très propres, très sûrs. Ils ont une petite kitchenette pour que tu puisses cuisiner toi-même. Je fixais cette femme qui faisait partie de la vie de mon fils depuis 2 ans et qui me disait où je devais vivre après avoir perdu ma maison. Et comment suis-je censée payer ce charmant appartement avec services hôteliers? L'argent de l'assurance ne sera pas versé avant plusieurs semaines. Marcus se tortilla, mal à l'aise. Je pourrais t'aider. Quelques centaines pour vous aider à démarrer. Quelques centaines? Comme si j'étais une parente éloignée qu'il connaissait à peine et non la femme qui lui avait donné la vie. Marcus, dis-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, j'ai changé tes couches. J'ai marché avec toi quand tu avais des coliques. Je t'ai appris à faire du vélo. Je t'ai aidé à faire tes devoirs et je t'ai réconforté quand Sarah Jenkins t'a brisé le cœur en 3e. Son visage rougit légèrement, mais Sophia serra son bras plus fort. Personne ne remet en question ton histoire, dit-elle. Nous pensons simplement que tout le monde serait plus à l'aise avec certaines limites. Des limites? J'avais entendu ce mot chez le conseiller que Marcus avait consulté après son divorce. Tout tournait autour des limites désormais. Vous me mettez à la porte, dis-je d'un ton neutre. Nous ne te mettons pas à la porte, protesta Marcus. Nous disons simplement que cet arrangement ne convient peut-être à personne. Qui en a eu l'idée? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Je pouvais le voir à la façon dont Sophia se cala légèrement dans son siège, satisfaite, comme si elle avait gagné quelque chose. Nous en avons discuté ensemble, répondit Marcus, mais il évitait mon regard. Je me suis levée lentement, mes genoux craquant de manière à me rappeler que j'avais 67 ans et que j'étais seule au monde. Je vois. Maman, ne réagis pas comme ça. Nous essayons de faire ce qui est le mieux pour tout le monde. Ce qui est le mieux pour tout le monde? J'ai répété ces mots comme s'ils étaient dans une langue étrangère. Ce qui serait le mieux pour tout le monde, Marcus, c'est que ta mère n'ait pas à dormir dans sa voiture cette nuit. Joël. Le visage parfaitement maquillé de Sophia prit une expression inquiète. Tu n'as pas à dormir dans ta voiture. Comme je l'ai dit, il y a d'autres options.
Je regardais une dernière fois leur salon immaculé. Les photos de famille où figuraient Marcus et Sophia, mais pas moi. Aux meubles coûteux sur lesquels personne n'avait le droit de s'asseoir. À mon fils, qui avait préféré cette femme froide et belle à sa propre mère. Tu as raison, finis-je par dire. Il y a toujours des solutions. Je pris mes 3 sacs poubelles et la boîte à outils d'Harold, qui me semblait de plus lourd maintenant que je savais où je n'étais pas la bienvenue. Marcus se leva, l'air mal à l'aise, mais pas assez pour changer d'avis. Je t'appellerai dans quelques jours, dit-il, une fois que tu seras installé quelque part. Ne t'en fais pas, répondis-je, surprise par le ton assuré de ma voix. Je ne voudrais pas m'immiscer dans ton sanctuaire. Sophia eut la décence de paraître légèrement honteuse, mais pas assez pour prendre la parole. Pas assez pour dire « Attends, ce n'est pas juste, c'est ta mère. » Je quittais cette maison parfaite avec son couple parfait et ses limites parfaites, et restais assise longtemps dans la voiture empruntée à Madame Patterson avant de me résoudre à démarrer le moteur. À travers la fenêtre de leur salon, je pouvais voir Marcus et Sophia discuter, probablement de mon comportement difficile, du drame que je venais semer dans leur vie paisible. Je n'ai pas manqué de remarquer l'ironie de la situation. Après la mort d'Harold, j'avais passé des années à me dire que j'étais forte, indépendante, que je n'avais besoin de personne. Maintenant que j'avais réellement besoin d'aide, je découvrais que l'indépendance est un luxe que l'on ne peut se permettre que lorsqu'on a le choix. Je me suis rendue au parking d'un supermarché, ouvert 24 heures sur 24, et je me suis assise là, tandis que le soleil se couchait, essayant de trouver où une femme de 67 ans, avec 93 € dans son sac à main et 3 sacs contenant ses affaires endommagées par la tempête, était censée dormir. La voiture se refroidissait, et j'avais peut-être 2 heures avant que le gardien de sécurité ne me remarque et me demande de partir. C'est alors que je me suis souvenu de la carte de visite que je gardais dans mon portefeuille depuis près de 50 ans. Jaunie par le temps et usée à force d'avoir été manipulée. Une carte que je n'aurais jamais pensé utiliser, celle d'un garçon que j'avais aimé quand le monde était jeune et que tout semblait possible. James Morrison, le garçon qui m'avait promis de revenir me chercher un jour, avant que la vie ne s'en mêle et que ce jour n'arrive jamais. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé les chiffres effacés sur la carte, me demandant s'ils étaient encore valables, s'il était encore en vie, si j'aurais le courage de le découvrir. J'ai passé 3 nuits à dormir dans cette voiture, empruntée, avant de trouver le courage de passer l'appel. 3 nuits à me réveiller avec une nuque raide et un goût de honte dans la bouche. 3 nuits à passer d'un parking à l'autre pour que les agents de sécurité ne remarquent pas cette femme âgée vivant dans sa voiture. 3 nuits à utiliser les toilettes des stations-service pour me laver le visage et me brosser les dents, en évitant de croiser mon regard dans le miroir, car je ne supportais pas ce que j'y voyais. La carte de visite semblait aussi fine que du papier de soie, entre mes doigts, usée par 5 décennies passées dans mon portefeuille sans jamais avoir été utilisée. James Morrison, était-il écrit à l'encre bleue délavée. En dessous, un numéro de téléphone avec un indicatif que je ne reconnaissais pas. Au dos, de ma propre écriture de jeune fille, n'oublie jamais. W. J'avais écrit ces mots à l'âge de 17 ans, convaincu avec la certitude absolue de la jeunesse que James Morrison serait le grand amour de ma vie. Il avait 18 ans, des cheveux bruns qui tombaient sur son front, et des yeux de la couleur des orages d'été. Il travaillait dans le garage de son père, après l'école, et rêvait de choses plus grandes, de construire quelque chose qui comptait. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois, ce qui, à 17 ans, semblait une éternité. Il m'emmenait souvent dans l'ancienne carrière à l'extérieur de la ville, où nous nous asseyions sur le capot de sa vieille Ford et parlions de nos projets. Il allait créer sa propre entreprise, disait-il. Quelque chose dans le bâtiment peut-être, ou l'immobilier. Quelque chose qui le rendrait assez riche pour m'offrir tout ce que je méritais. Je reviendrai te chercher, Vanda, m'avait-il promis la veille de son départ pour l'université à Londres. Je vais réussir, puis je reviendrai t'épouser. Mais les promesses faites à 17 ans ont tendance à s'estomper lorsque la vie réelle prend le dessus. Au début, il m'écrivait des lettres, longues et passionnées, pleines de rêves et de projets. Je lui répondais, lui parlant de ma formation de secrétaire, de mon travail à la banque, de la façon dont je l'attendais, comme je le lui avais promis. Puis, les lettres sont devenues plus courtes, moins fréquentes. Lorsque j'ai rencontré Harold 6 mois plus tard lors d'une réunion paroissiale, James m'est apparu comme un beau rêve que j'avais fait autrefois, trop beau pour être vrai.
Harold était stable, fiable, déjà âgé de 25 ans et occupait un bon poste dans une compagnie de téléphone. Il ne m'a pas promis le monde, mais il m'a promis un foyer, une famille, la sécurité. Quand il m'a demandé en mariage après 4 mois de relation, j'ai dit oui. J'ai glissé la carte de visite de James dans la poche de ma robe de mariée, un talisman secret que je n'arrivais pas à me résoudre à jeter. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, assise dans une voiture qui n'était pas la mienne sur le parking d'un supermarché, je me demandais ce qu'était devenu ce garçon rêveur aux yeux couleur d'orage. Je l'avais suivi de loin, au fil des ans, comme on le fait avec ses premiers amours. Par des amis communs, j'avais appris qu'il avait tenu ses promesses, qu'il avait créé une entreprise de construction qui était devenue quelque chose d'important. Il ne s'était jamais marié, ce qui surprenait les gens. Trop occupé à bâtir son empire, disait-il. Ce Morrison a toujours été ambitieux. La dernière fois que j'avais entendu parler de lui, il y a peut-être 10 ans, son entreprise s'était étendue au-delà des Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. Morrison Development construisait des centres commerciaux et des complexes de bureaux. Le garçon du garage était devenu le genre d'homme qui portait des costumes coûteux et prenait des décisions qui affectaient des centaines de personnes. Que pouvait bien vouloir cet homme à une veuve de 67 ans qui dormait dans une voiture empruntée? La partie rationnelle de mon cerveau me disait que c'était ridicule, voire pathétique. On n'appelle pas quelqu'un après 50 ans parce que sa vie s'est effondrée. On ne contacte pas son petit ami d'adolescence quand on est vieux, désespéré et qu'on n'a plus personne vers qui se tourner. Mais la pensée rationnelle est un luxe quand on compte les pièces dans son porte-monnaie et qu'on essaie de savoir si on a assez pour une tasse de café et des toilettes qui se ferment à clé. Le 4e matin, je n'en pouvais plus. J'avais mal au dos à force de dormir recroquevillé sur le siège avant. Mes vêtements sentaient l'intérieur d'une voiture et j'avais dépensé le reste de mon argent dans un sandwich acheté à la station-service qui avait le goût du carton et du désespoir. Je me suis assise sur le parking du McDonald's, les mains tremblantes, et pas seulement à cause du froid matinal, et j'ai fixé la carte. Que dirais-je? Bonjour James. Tu te souviens de moi? Je suis sans abri maintenant. Tu peux m'aider? Le numéro sur la carte était probablement hors service. Ou alors, il serait pris par une secrétaire qui m'informerait poliment que M. Morrison était bien trop important pour répondre aux appels de femmes au hasard prétendant le connaître depuis le lycée. Mais si ce n'était pas le cas, et s'il répondait? Mon cœur battait à tout rompre tandis que je composais le numéro, chaque chiffre me donnant l'impression de faire un pas vers le vide. Ça a sonné une fois, 2 fois. Morrison Development, c'est James. Sa voix. Plus grave maintenant, marquée par le temps et les responsabilités, mais indéniablement la sienne. Après 50 ans, j'aurais reconnu cette voix n'importe où. J'ai failli raccrocher, j'ai failli appuyer sur le bouton fin d'appel et partir en voiture pour trouver une autre solution. Mais quelque chose dans son ton, une certaine chaleur qui semblait traverser le téléphone et m'envelopper comme une couverture, m'a poussé à parler. James, c'est... c'est Wanda. Wanda Sullivan. Enfin, c'est Wanda Peterson maintenant. Mais avant, c'était Sullivan. Silence. Assez long pour que je pense que la communication avait été coupée, ou qu'il avait raccroché, ou qu'il ne savait pas qui j'étais. Puis, Wanda. Juste mon nom, prononcé comme une prière ou une merveille, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Je suis désolée de t'appeler comme ça, me suis-je empressée d'ajouter, les mots se bousculant dans ma bouche dans mon désespoir de m'expliquer avant qu'il ne raccroche. Je sais que ça fait longtemps et que je ne devrais probablement pas t'appeler, mais je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. Où es-tu? M'interrompit-il, la voix aiguë d'inquiétude. Je suis à Amsterdam. Enfin, en quelque sorte, je suis dans un parking à Amsterdam et je sais que cela peut paraître fou, mais ma maison a été détruite par la tempête la semaine dernière et mon fils ne veut pas que je reste chez lui et je n'ai nulle part où aller. Et les mots sortirent précipitamment, chacun plus difficile à prononcer que le précédent. Admettre que son propre enfant l'avait rejetée revenait à admettre qu'elle avait échoué dans la partie la plus fondamentale de l'existence humaine. Donne-moi ta position, dit James d'un ton désormais professionnel. Je viens te chercher. Vous n'avez pas besoin de faire ça. C'est juste que, je ne sais pas pourquoi j'ai appelé. J'avais juste besoin d'entendre une voix amicale, je suppose. Vanda, dit-il d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Dites-moi où vous êtes. Je suis déjà en train de marcher vers ma voiture.
À travers le téléphone, j'entendais le bruit d'une porte qui se fermait, d'un moteur qui démarrait. Il venait vraiment. Cet homme à qui je n'avais pas parlé depuis 50 ans abandonnait toutes ses affaires importantes pour venir me sauver du parking d'un McDonald's. Je lui ai donné l'adresse d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. James, je ne suis plus la fille dont tu te souviens. Moi non plus, a-t-il répondu, et j'ai pu entendre le sourire dans sa voix. Mais j'ai attendu cet appel pendant 50 ans. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ce parking pendant 2 heures, oscillant entre la panique et l'incrédulité. Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce qu'on faisait? C'était fou. On ne pouvait pas simplement reprendre une relation après 5 décennies comme si on continuait une conversation commencée la veille. Mais alors que je regardais l'entrée du parking, attendant une voiture que je ne reconnaîtrais pas, transportant un homme qui ne me reconnaîtrait pas, peut-être pas, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que les alertes de tempête avec Paul commençaient à retentir. De l'espoir. C'était peut-être un espoir insensé, peut-être que cela mènerait à plus de déception, plus de chagrin. Mais c'était néanmoins de l'espoir. Et, à 67 ans, n'ayant plus rien à perdre, l'espoir valait le risque. À 11h37 exactement, une Mercedes argentée est entrée dans le parking, roulant lentement, comme si le conducteur cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. J'ai regardé à travers mon pare-brise tandis que la voiture s'approchait, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau essayant de s'échapper de sa cage. Les vitres étaient teintées, je ne pouvais donc pas voir à l'intérieur, mais quelque chose au fond de ma poitrine me disait que c'était lui. La voiture s'est arrêtée à 3 places de la mienne et la portière du conducteur s'est ouverte. Même après 50 ans, même avec ses cheveux gris et ses rides autour des yeux, même avec le poids de décennies que je n'avais pas partagées avec lui, je l'ai immédiatement reconnu. James Morrison est sorti de cette voiture comme s'il sortait de mes rêves. Et lorsque ses yeux ont croisé les miens à travers mon pare-brise, les années qui nous séparaient se sont effondrées comme si elles n'avaient jamais existé. James s'est dirigé vers ma voiture avec la même assurance qu'à 18 ans, mais désormais raffiné, poli par le succès et la maturité. Il portait un jean foncé et un pull bleu marine qui coûtait probablement plus cher que ce que je dépensais en courses alimentaires en un mois. Mais ces yeux gris tempête qui hantaient mes rêves depuis des décennies, étaient exactement les mêmes. Je voulais me cacher, m'enfoncer dans mon siège et faire comme si rien ne se passait. J'avais une mine affreuse. Je ne m'étais pas lavé les cheveux depuis 4 jours, mes vêtements étaient froissés parce que j'avais dormi avec, et je sentais la déception et le désespoir. Mais il était déjà à la portière de ma voiture, tapotant doucement la vitre, avec un sourire qui fit battre mon cœur, comme si j'avais à nouveau 17 ans. J'ai baissé la vitre, soudain incapable de respirer. « Bonjour, Vanda », a-t-il dit doucement. De près, je pouvais voir les changements que le temps avait apportés. Ses cheveux bruns étaient désormais argentés, coupés courts et professionnels. Des rides dessinaient les coins de ses yeux et encadraient sa bouche. Ses épaules étaient au plus larges, plus solides, comme si le succès lui avait donné du poids physique en plus de tout le reste. Mais lorsqu'il m'a souri à travers la vitre de la voiture, j'ai revu le garçon qui m'emmenait à la carrière et me parlait de ses rêves. « Bonjour », ai-je réussi à dire, d'une voix à peine audible. Il a longuement étudié mon visage, ses yeux gris enregistrant chaque détail. Je voulais m'excuser pour mon apparence, pour ma chute, pour l'avoir appelé après toutes ces années sans rien d'autre à lui offrir que des problèmes. Au lieu de cela, il a prononcé 3 mots qui ont tout changé. « Tu es magnifique ». J'ai commencé à pleurer. Là, sur le parking du McDonald's, avec James Morrison debout à côté de ma voiture de location, je me suis complètement effondrée. 50 ans de larmes refoulées, 4 jours à dormir dans la rue, une vie entière à m'entendre dire que je n'étais pas à la hauteur. Tout cela s'est déversé en sanglots incontrôlables et haletants. Il n'a rien dit d'autre. Il n'a pas essayé de me faire taire ou de me dire que tout irait bien. Il a simplement ouvert la portière de ma voiture, m'a aidé à sortir et m'a enlacée tandis que je m'effondrais contre sa poitrine. Il sentait le parfum cher et le linge propre, le succès et la stabilité, tout ce que j'avais perdu et tout ce que je n'avais jamais eu. Son pull était doux contre ma joue et ses bras étaient forts autour de mes épaules tremblantes. « Je suis désolée », ai-je haleté contre sa poitrine. « Je suis tellement désolée, James. Je n'aurais pas dû t'appeler. Je n'aurais pas dû t'impliquer dans ce désastre. » « Chut !» a-t-il murmuré en me caressant le dos.
Tu aurais dû m'appeler il y a des années. Quand les larmes ont enfin cessé, je me suis reculée pour le regarder, gênée par la tache humide que j'avais laissée sur son pull coûteux. Je dois avoir l'air d'une catastrophe. Il a levé la main et a essuyé une larme sur ma joue, son toucher aussi doux qu'un murmure. Tu ressembles à quelqu'un qui a traversé l'enfer et qui y a survécu. Ce n'est pas une catastrophe, Wanda, c'est de la force. Je ris, mais mon rire était tremblant et amer. De la force? J'ai 67 ans. Je dors dans une voiture empruntée parce que mon propre fils ne veut pas de moi. Ce n'est pas de la force, c'est pathétique. Sa mâchoire se crispa, et pendant un instant, je vis passer un éclair de colère qu'il essayait de cacher. Votre fils est un idiot. Vous ne le connaissez pas. Je n'ai pas besoin de le connaître. Je te connais. Il fit une pause, ses mains toujours posées doucement sur mes épaules. Ou du moins, je te connaissais. Et la Wanda Sullivan que je connaissais n'aurait jamais rejeté quelqu'un dans le besoin, surtout pas un membre de sa famille. La façon dont il prononça mon nom de jeune fille, comme s'il s'agissait d'un trésor qu'il avait gardé précieusement toutes ces années, me fit mal au cœur, tant je regrettais la fille que j'étais autrefois. C'était il y a longtemps, dis-je, je ne suis plus cette fille. Peut-être pas, admit-il, mais j'aimerais connaître la femme qu'elle est devenue. Il m'aida à rassembler mes maigres affaires dans la voiture. 3 sacs poubelles, la boîte à outils d'Harold, mon sac à main avec son contenu dérisoire. S'il était consterné par le peu que je possédais, il ne le montra pas. Il a tout chargé à l'arrière de sa Mercedes, comme si mes vêtements abîmés par la tempête et mes souvenirs brisés étaient un précieux chargement. Où allons-nous? Ai-je demandé alors qu'il m'ouvrait la portière côté passager. À la maison, a-t-il simplement répondu. Le trajet a duré 45 minutes, serpentant à travers des quartiers de plus en plus riches, jusqu'à ce que nous arrivions dans une zone que je n'avais jamais vue auparavant. Des collines vallonnées parsemées de propriétés cachées, derrière des murs de pierre et des portails en fer forgé. Des arbres qui semblaient avoir été plantés par des professionnels. Des boîtes aux lettres qui coûtaient probablement plus cher que la plupart des voitures. James s'engagea dans une longue allée marquée uniquement par une petite plaque en laiton sur laquelle était inscrit Morrison. L'allée serpentait entre des chênes centenaires et des jardins soigneusement entretenus avant de déboucher sur une rotonde devant une maison à couper le souffle. Elle n'était ni ostentatoire ni tape à l'œil, elle était élégante comme seule la richesse véritable peut l'être. Discrète, sûre d'elle, construite pour durer. De la pierre et du bois, avec de hautes fenêtres qui capturaient la lumière de l'après-midi, et un porche qui vous invitait à vous asseoir et à rester un moment. James, ai-je murmuré, en contemplant ce monument à tout ce qu'il avait accompli. C'est incroyable. Il a garé la voiture, mais n'est pas sorti immédiatement. Au lieu de cela, il est resté assis là, regardant la maison comme s'il la voyait à travers mes yeux. Elle est trop grande, a-t-il dit doucement. Elle l'a toujours été. Je l'ai construite en pensant que je la remplirais un jour. Mais... Il a haussé les épaules, un geste si familier qu'il m'a fait mal au cœur. Certains rêves ne se réalisent pas comme on l'avait prévu. Tu ne t'es jamais marié? La question m'échappa avant que je puisse la retenir. Il se tourna vers moi, le regard indéchiffrable. J'ai failli le faire plusieurs fois. Mais il manquait toujours quelque chose. Quoi? Toi, répondit-il simplement, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Le mot resta suspendu entre nous dans la voiture silencieuse, chargée de 50 ans de « et si » et de « aurait pu être ». Je voulais lui demander ce qu'il voulait dire. Je voulais comprendre comment j'avais pu manquer à une vie dont je n'avais jamais fait partie. Mais avant que je puisse trouver les mots, il sortit de la voiture et vint m'ouvrir la porte. L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant. Des parquets en bois massif qui brillaient comme du miel, des plafonds qui s'élevaient au-dessus de nos têtes, des meubles qui semblaient tout droit sortis d'un magazine d'architecture. Mais l'atmosphère n'était ni froide ni muséale. Il y avait des livres partout, des fauteuils confortables près des fenêtres, des photos éparpillées sur les tables d'appoint. On avait l'impression d'être dans une maison où quelqu'un vivait réellement et non dans une vitrine du succès. « Tu as faim ?» m'a demandé James en me conduisant dans une cuisine plus grande que mon salon. J'étais sur le point de préparer le déjeuner quand tu as sonné. Je me suis rendu compte que j'étais affamée. Le sandwich acheté hier à la station-service
me semblait remonter à une semaine, et mon estomac était noué par la faim et le stress. Je ne veux pas te déranger, ai-je commencé, mais il m'a interrompu d'un regard. Wanda, arrête, tu ne déranges pas, tu es. Il s'interrompit, cherchant ses mots. Tu es la réponse à une question que je me pose depuis 50 ans. Pendant qu'il cuisinait, et il savait vraiment cuisiner, se déplaçant dans cette immense cuisine avec l'aisance de quelqu'un qui a appris à prendre soin de lui-même, j'ai étudié les photos éparpillées dans la pièce. James, lors de cérémonies d'inauguration, coupant des rubans, serrant la main de personnes importantes. James avec diverses femmes, lors de galas de charité et de dîners d'affaires, toujours souriant, mais jamais tout à fait à l'aise. Parle-moi de ta vie, m'a-t-il dit en posant devant moi une assiette de poulet parfaitement grillée et de légumes rôtis. Parle-moi d'Harold, de ton fils, de tout ce que j'ai manqué. C'est ce que j'ai fait, au cours d'un déjeuner qui m'a semblé divin après des jours passés à manger dans des stations-service. Je lui ai parlé de mon mariage avec Harold. Harold, stable et rassurant, qui m'avait apporté sécurité et compagnie, à défaut de passion. Je lui ai parlé de Marcus, le bébé que j'avais tant désiré et aimé passionnément, qui était devenu un étranger, qui privilégiait le confort de sa petite amie aux besoins de sa mère. Je lui ai parlé des années où j'avais été une bonne épouse, une bonne mère, une bonne veuve, de la tempête qui m'avait tout pris, et du fils qui m'avait pris tout ce qui me restait. James m'écouta sans m'interrompre, ses yeux gris ne quittant jamais mon visage. Quand j'eus terminé, il resta silencieux pendant un long moment. Je suis désolé, dit-il finalement. Je suis désolé pour Harold, pour votre maison, pour votre fils. Mais je ne regrette pas que vous m'ayez appelé. Pourquoi? La question sortit plus faiblement que je ne l'aurais voulu. Il tendit le bras par-dessus la table et prit ma main dans la sienne. Toujours aussi forte, toujours aussi douce, toujours capable de faire battre mon cœur après toutes ces années. Parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer, dit-il doucement. Parce que chaque affaire que j'ai conclue, chaque succès que j'ai remporté, chaque euro que j'ai gagné, tout cela, c'était pour être digne de toi quand tu reviendrais vers moi. James, je sais que cela peut paraître fou. Je sais que 50 ans, c'est long et que nous sommes des personnes différentes aujourd'hui. Mais quand j'ai entendu ta voix au téléphone aujourd'hui, c'était comme si la pièce manquante de ma vie venait enfin de se mettre en place. Je fixai nos mains jointes, les siennes, bronzées et manucurées, les miennes, usées par le travail et marquées par les 67 années de ma vie. Je ne suis plus la fille dont tu te souviens. Non, acquiesça-t-il, tu es mieux. Tu es réelle. Tu as vécu, aimé, perdu et survécu. Cette fille de 17 ans était belle, mais elle n'était qu'un potentiel. Tu es la femme que ce potentiel était devenu. Ces mots se sont posés sur mon cœur comme une couverture chaude, guérissant des blessures dont je ne savais même pas qu'elles étaient encore là. Pour la première fois depuis très longtemps, je me suis sentie vue. Pas comme la mère de quelqu'un, ni comme la femme de quelqu'un, ni comme le fardeau de quelqu'un, mais comme moi-même. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé. James a souri, ce même sourire ravageur qui m'avait fait tomber amoureuse de lui quand le monde était jeune. Maintenant, nous allons découvrir à quoi ressemblera le reste de notre vie. Ensemble, si tu veux bien de moi. Assise dans sa magnifique cuisine, pleine de bons petits plats et de possibilités, j'ai réalisé que parfois, la tempête qui détruit votre ancienne vie ne fait que faire de la place pour la vie que vous étiez destinée à avoir. Vivre avec James, c'était comme découvrir une version de moi-même dont j'avais oublié l'existence. La première semaine a été difficile. Nous nous marchions dessus comme des étrangers polis, partageant le même espace. Il m'a donné toute l'aile réservée aux invités de sa maison. Une chambre plus grande que mon ancien salon, une salle de bain privée avec une baignoire pouvant accueillir 2 personnes et un coin salon donnant sur ses jardins. J'avais l'impression d'être dans un hôtel de luxe. J'avais peur de toucher quoi que ce soit ou de laisser trop de traces de ma présence. Mais James était patient, comme le sont souvent les hommes qui ont réussi, patients et persévérants. Peu à peu, j'ai commencé à me détendre. Il avait une femme de ménage, Maria, qui venait 3 jours par semaine. Mais les autres jours, je me suis retrouvée à cuisiner pour lui. J'ai commencé modestement, en préparant le café le matin et des déjeuners simples. Mais James appréciait tout avec l'enthousiasme de quelqu'un qui avait mangé des repas préparés et des plats de restaurant pendant des décennies. C'est incroyable, m'a-t-il dit un soir, en savourant le rôti que j'avais préparé selon la recette de la mère d'Harold.
Je n'ai pas mangé un repas fait maison, comme celui-ci depuis des années. Ce n'est rien d'extraordinaire, ai-je protesté, mais intérieurement, j'étais ravie. À quand remonter la dernière fois où quelqu'un avait apprécié ma cuisine? Marcus se plaignait que je préparais toujours les 5 mêmes plats. Sophia m'avait un jour suggéré d'essayer des saveurs plus contemporaines pour les dîners en famille. James secoua la tête. C'est parfait. Tu es parfaite. Ce mot, parfait, aurait dû me mettre mal à l'aise. J'avais 67 ans, des racines grises et des rides d'expression qui étaient de l'année devenues des plis permanents. Mes mains étaient tachetées par l'âge, mon corps avait perdu de sa fermeté à certains endroits. J'étais tout, sauf parfaite. Mais quand James me regardait, je me voyais dans ses yeux comme quelqu'un de beau, quelqu'un qui méritait l'amour, l'attention et les soins attentionnés. Nous avons pris des habitudes qui nous semblaient aussi naturelles que respirer. Le matin, nous prenions notre café ensemble sur la terrasse arrière, où James lisait ses rapports commerciaux et où j'observais les oiseaux dans ses mangeoires sophistiqués. L'après-midi, nous nous promenions dans sa propriété, où il me montrait les jardins qu'il avait plantés lui-même, et la serre, où il cultivait des orchidées comme passe-temps. Les soirées étaient les consacrées à la conversation. Nous avions 50 ans à rattraper, et nous l'avons fait lentement, avec précaution, comme des archéologues examinant des artefacts précieux. Je lui ai parlé des années difficiles qui ont suivi la mort d'Harold lorsque je travaillais dans un grand magasin pour joindre les deux bouts. De la solitude du veuvage, de la façon dont les gens vous traitent comme une demi-personne une fois que votre mari est parti. Il m'a parlé de son entreprise, de la façon dont elle était passée d'une petite société de construction à un empire immobilier avec des projets dans 3 pays. Il m'a parlé des femmes qu'il avait fréquentées au fil des ans, des femmes intelligentes et accomplies qui faisaient bonne figure à ses côtés lors des galas de charité, mais qui ne lui avaient jamais donné le sentiment d'être complet. Il y avait cette femme, m'a-t-il dit un soir, alors que nous étions assis près de la cheminée, la pluie battant contre les fenêtres. Rebecca. Elle était avocate, brillante, belle. Tout le monde disait que nous étions faits l'un pour l'autre. J'ai ressenti une pointe de jalousie qui m'a surprise par son intensité. Que s'est-il passé? Je lui ai demandé sa main, a-t-il répondu doucement. La veille de Noël, il y a 5 ans, une grande mise en scène, un restaurant avec vue sur la ville, une bague Cartier, tout ce qu'elle avait dit vouloir. Et? Elle a dit oui. Nous avons prévu le mariage pour Noël suivant, mais à mesure que la date approchait, j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. Pas avec elle, elle était tout ce qu'on pouvait souhaiter chez une femme, mais avec moi. Il fit une pause, le regard fixé sur le feu. La veille du mariage, j'ai annulé. James, non, que lui as-tu dit? La vérité. Il me regarda alors, ses yeux gris sérieux. Que j'étais toujours amoureux d'une fille que j'avais connue il y a 50 ans, et qu'il ne serait pas juste de l'épouser alors que mon cœur appartenait à quelqu'un d'autre. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Tu as annulé ton mariage à cause de moi? À cause du souvenir que j'ai de toi, à cause de la possibilité qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, tu aies les besoins de moi et que je sois là pour t'attendre. Je le fixais, cet homme beau et couronné de succès qui aurait pu avoir n'importe qui, et j'essayais d'assimiler ce qu'il me disait. C'est fou. Vraiment? Il se pencha vers moi et prit mes mains dans les siennes. Est-ce plus fou que le fait que tu aies gardé ma carte de visite dans ton portefeuille pendant 50 ans? Il avait raison, bien sûr. Nous étions tous les deux fous, tous les deux hantés par ce qui aurait pu être. Mais d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, notre folie particulière nous avait réunis. 3 semaines après mon arrivée, Marcus m'a appelé. J'étais dans la cuisine de James, en train de préparer le dîner et de fredonner. Oui, fredonner, ce que je n'avais pas fait depuis des années, quand mon téléphone a sonné. Le nom de Marcus sur l'écran m'a donné un pincement au ventre, signe d'une anxiété familière. « Bonjour, mon amour » ai-je dit en essayant de garder une voix neutre. « Maman » son ton était étrange, soigneusement contrôlé. « J'ai essayé de te joindre. Ton téléphone renvoie directement à la messagerie vocale. » C'était vrai. Je filtrais mes appels, n'étant pas prête à affronter la culpabilité ou les obligations que Marcus pourrait me faire peser. J'étais occupée? Occupée? L'incrédulité dans sa voix était évidente. À faire quoi? Madame Patterson m'a dit que tu avais quitté l'appartement avec service il y a plusieurs semaines. Où vis-tu? Je jetai un coup d'œil à la magnifique cuisine de James, aux fleurs fraîches qu'il avait rapportées ce matin-là, aux verres à vin coûteux posés sur le comptoir.
Je suis chez une amie. Quelle amie? Maman, tu n'as pas d'amis riches. Son supposition me piqua, en partie parce qu'elle avait été vraie pendant si longtemps. Après la mort d'Harold, j'avais laissé la plupart de mes amitiés s'estomper, trop fatiguée et trop fière pour entretenir des relations, alors que je n'avais rien à offrir en retour. Tu serais surpris, dis-je froidement. Il y eut un silence et je pouvais pratiquement l'entendre assimiler cette information. Maman, je pense qu'il faut qu'on parle. Sophia et moi avons discuté de la situation et nous pensons que nous avons peut-être été trop précipités. Tu pourrais peut-être rester dans notre chambre d'amis pendant un certain temps, juste le temps de te remettre sur pied. Cette offre, qui aurait tout signifié pour moi un mois auparavant, me semblait désormais creuse, voire insultante. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Nouveau silence. Nous avons réalisé que nous étions peut-être trop concentrés sur nos propres besoins. La famille doit rester soudée. Je compris qu'il voulait dire qu'il avait probablement entendu, grâce au réseau de commérage du quartier, que sa mère ne vivait plus dans un refuge. Quelqu'un avait mentionné l'avoir vue avec un homme bien habillé dans une voiture de luxe. Marcus était curieux, et sa curiosité l'avait rendu généreux. C'est très gentil de ta part, dis-je. Mais je suis parfaitement heureuse là où je suis. Maman, tu ne peux pas emménager chez un inconnu. Ce n'est pas sûr. Que sais-tu de cette personne? Je sais qu'il ne m'a jamais fait sentir que j'étais un fardeau, ai-je répondu doucement. Je sais qu'il apprécie ma compagnie et ma cuisine, et qu'il me dit tous les jours que je suis belle. Le silence qui suivit fut si long que je crus qu'il avait raccroché. Est-ce une sorte de relation? Demanda finalement Marcus, la voix tendue par quelque chose que je ne parvenais pas à identifier. De la désapprobation? De la gêne? Je ne pense pas que cela te regarde, répondis-je, me surprenant moi-même par ma franchise. Bien sûr que ça me regarde. Tu es ma mère. Je m'inquiète que l'on profite de toi. Comme tu as profité de moi? Les mots sortirent avant que je puisse les retenir, durs et amers. Maman, ce n'est pas juste. Ah bon? Tu m'as rejeté alors que j'avais le plus besoin d'aide. Tu as préféré le confort de ta petite amie à la sécurité de ta mère. Et maintenant que tu penses que j'ai peut-être trouvé le bonheur ailleurs, tu te soucies soudainement de mon bien-être? J'entendais la voix de Sophia en arrière-plan, mais je ne distinguais pas les mots. Écoute, dit Marcus, adoptant le ton raisonnable et patient qu'il utilisait lorsqu'il me trouvait difficile. Pourquoi ne pas amener ton ami à dîner dimanche? Nous aimerions le rencontrer. Non, non, j'ai dit non, Marcus. Tu n'as plus le droit d'approuver ou de désapprouver mes choix. Tu as renoncé à ce droit quand tu m'as mise à la porte. Nous ne t'avons pas mise à la porte. Nous pensions simplement. Vous pensiez à vous-même, tout comme vous le faites maintenant. Je pris une profonde inspiration, me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des années. Je suis heureuse, Marcus. Vraiment heureuse pour la première fois depuis très longtemps. Si vous voulez faire partie de ma vie, vous pouvez essayer, mais vous n'avez plus votre mot à dire. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, les mains légèrement tremblantes, à cause de l'adrénaline d'avoir enfin dit ce que j'aurais dû dire il y a des semaines. James m'a retrouvé quelques minutes plus tard, debout devant la fenêtre de la cuisine, regardant ses jardins sans vraiment les voir. « Tout va bien » m'a-t-il demandé en m'enlaçant par derrière. Je me suis appuyée contre sa poitrine, laissant sa chaleur chasser le froid provoqué par ma conversation avec Marcus. « Mon fils a appelé. Il veut te rencontrer. »« Tant mieux » a répondu James en déposant un baiser sur le sommet de ma tête. « J'ai hâte de le rencontrer. » Je me suis retournée dans ses bras pour étudier son visage. « Tu ne t'inquiètes pas de ce qu'il va penser, de ce qu'il va dire ?» James a souri, ce sourire confiant qui m'avait fait tomber amoureuse de lui au premier regard. « Wanda, j'ai attendu 50 ans que tu reviennes à moi. Je ne laisserai personne, pas même ton fils, te faire douter que ta place est ici. » Alors que je me tenais dans ses bras dans cette magnifique cuisine, j'ai réalisé qu'il avait raison. Ma place était bien ici, non pas à cause de son argent, de sa maison ou de son succès, mais parce qu'il me regardait comme si j'étais la réponse à toutes les prières qu'il avait jamais murmurées. Pour la première fois depuis la tempête, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Ce mariage n'avait rien à voir avec mon premier. Lorsque j'avais épousé Harold, 48 ans auparavant, tout avait été dicté par les attentes des autres.
Robe blanche, cérémonie à l'église, réception au centre communautaire avec un DJ et un bar payant. Nous avions invité toutes nos connaissances et plusieurs personnes que nous n'aimions pas particulièrement parce que c'était ainsi. On accomplissait ce rituel pour la communauté, pas pour soi-même. Cette fois-ci, James et moi avons fait exactement ce que nous voulions. La cérémonie a eu lieu dans son jardin par une fraîche matinée d'octobre, 6 mois après cet appel téléphonique sur le parking du McDonald's. Le célébrant était un vieil ami de James, et les seuls témoins étaient Maria, la gouvernante, et Thomas, l'associé et meilleur ami de James depuis 30 ans. Je portais une simple robe bleue qui, selon James, faisait ressortir mes yeux, et il portait un costume gris anthracite qui lui donnait un air distingué et élégant. Pas de chichi, pas de fanfare, pas de stress pour impressionner qui que ce soit. Juste deux personnes qui s'étaient retrouvées après un demi-siècle et qui s'étaient promis de passer le temps qu'il leur restait ensemble. Marcus est venu au mariage. J'avais hésité à l'inviter, mais James m'a convaincu d'essayer une dernière fois. C'est ton fils, m'a-t-il simplement dit. Tu le regretteras si tu ne lui donnes pas la chance de faire ce qu'il faut. Je l'ai donc appelé 2 semaines avant la cérémonie. James et moi allons nous marier, lui ai-je dit sans préambule. Le 15 octobre à 14 heures. Tu es le bienvenu, mais Sophia n'est pas invitée. Le silence à l'autre bout du fil s'est prolongé si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Maman, a-t-il finalement dit, tu connais à peine cet homme. Je le connais depuis plus longtemps que je connaissais ton père quand je l'ai épousé. C'était différent. Tu étais jeune à l'époque. Oui, c'est vrai. Et j'ai fait des choix en fonction de ce que je pensais devoir faire, pas de ce que je voulais faire. Je ne referai pas cette erreur. Une autre pause. Et Sophia? Elle fait partie de ma vie. Je peux l'accepter, l'interrompis-je, mais je ne me laisserai pas manipuler par elle. Elle m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue chez toi quand j'avais besoin d'aide. Maintenant, elle n'est pas la bienvenue à mon mariage. Les actions ont des conséquences, Marcus. Il est arrivé seul, l'air mal à l'aise dans un costume qui coûtait probablement plus cher que mon budget mensuel pour les courses. Il serra poliment la main de James, fit la conversation comme il se doit, et parvint même à sourire lorsque le célébrant nous déclara mari et femme. Mais je pouvais voir le calcul dans ses yeux, la façon dont il inventoriait la maison de James, sa voiture, les signes évidents de richesse. Il ne s'agissait pas de soutenir le bonheur de sa mère. Il s'agissait de se positionner pour ce qui pourrait arriver ensuite.